Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le live 10 sur 10 de Bibliothèques sans frontières. Comme tous les matins depuis le début du confinement, nous allons essayer de vous proposer des idées d'activités éducatives, ludiques, créatives à faire à la maison, en famille, durant cette période de confinement, pour continuer d'apprendre, de créer et d'explorer, y compris durant cette période un petit peu particulière. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un membre de l'équipe de Bibliothèques sans frontières Belgique, Jonathan Smets, qui est formateur animateur en éducation numérique et qui est aussi formateur en ludopédagogie chez Ludilab et qui par ailleurs a une belle expérience du jeu puisqu'il est aussi bénévole et animateur en ludothèque. Bonjour Jonathan. Bonjour Moucheng. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de venir discuter avec les auditeurs. L'idée de ce live aujourd'hui, c'est de vous parler du jeu et plus particulièrement du rôle que le jeu peut avoir dans l'apprentissage. Apprendre par le jeu, c'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui avec Jonathan. Avant qu'on entre plus dans le vif du sujet, je tenais à vous partager le sujet de la conférence de cet après-midi. À 17h30, nous aurons la chance de recevoir Laurent Joly, qui est un historien renommé, spécialiste de l'époque du régime de Vichy et spécialiste de l'histoire des Juifs. Il viendra nous parler de la façon dont le régime de Vichy et les Juifs ont été racontés en France depuis 1945. Donc, je vous invite à vous connecter à 17h30, sur notre page Facebook pour cette conférence qui promet d'être passionnante et qui en réalité est d'ailleurs le sujet de son prochain ouvrage. Donc je vous invite à venir le découvrir en avant-première. Donc comme je vous disais, aujourd'hui nous allons parler de l'apprentissage par le jeu avec Jonathan qui est un de mes collègues de BSF Belgique et qui est aussi un expert du jeu et de son utilisation dans la pédagogie en apprentissage. Dis-moi Jonathan, en France, en Belgique, en Suisse, on relève souvent que le temps passé par les jeunes sur les jeux vidéo n'a cessé de grimper, et notamment depuis le début de ce confinement. C'est un fait qui peut inquiéter un petit peu certains parents. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour essayer de les rassurer un petit peu à ce sujet? Bon, il faut pas culpabiliser avec ça, faut pas complexer. Tous les jeux n'ont pas les mêmes avantages, mais un point qui est commun à la plupart et qui est très important dans cette période et particulièrement vrai avec les jeux vidéo en ligne, c'est qu'en fait c'est un espace de socialisation. Ok. Mhm. L'adolescent, il a l'air d'être seul devant sa console, mais en fait il est en train de discuter avec d'autres gens. Ça lui permet de retrouver ses copains qu'il voit plus autrement. Donc c'est assez important de cultiver ça. Ça participe à une bonne santé mentale et une bonne hygiène de vie en fait, l'air de rien. Et après, bon, suivant les jeux, on va trouver aussi parfois d'autres avantages, puisque si on va du côté des jeux de stratégie, on va pouvoir commencer à développer un Mhm. peu la planification, l'organisation. Si on prend des jeux plus de construction libre, comme Minecraft ou quoi, ben, on va pouvoir Mhm. développer beaucoup la créativité. Et si en plus de ça, ils rejoignent un groupe ou quoi, ils peuvent, désolé, c'est le chat, ben, ils vont pouvoir commencer à travailler en groupe, toutes des choses comme ça, et développer l'imagination et la créativité. Et si on prend tout ce qui est jeu de puzzle, jeu d'énigmes, tout ça, ben, ils vont travailler la réflexion. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on fait dans le jeu et qui du Mhm. coup s'entretiennent et se cultivent en jouant. Et bon, Absolument. ça, c'est pour le jeu vidéo. Ouais. Après, si on regarde peut-être du côté du jouet, par exemple, pour les plus Mhm. petits, bah, il y a un peu tout ce qui est Capla, Lego, tout ce qui relève un peu Ouais. du jeu libre. Bah, ça va développer bah, la vivacité d'esprit, l'imagination. S'ils manipulent des petites pièces, bah, ça développe la motricité fine. Et Mhm. s'ils jouent à plusieurs, si vos enfants ont la chance de ne pas être confinés seuls, bah, ça exerce la socialisation, puisqu'ils vont devoir respecter l'autre, respecter les règles qui s'inventent dans le jeu, etc., quoi. Et puis, si on remonte encore dans un autre univers, avec tous les jeux de société, bah, il y a tout ce qui est, faut apprendre à respecter la règle, faut apprendre à perdre, il faut savoir manipuler du matériel, etc. Donc tout ça permet de travailler le respect du cadre, la socialisation, apprendre à gérer les frustrations et tout ça. Donc c'est très important, même si on choisit pas le jeu, même si c'est juste du jeu pour le loisir, bah, ça permet de développer déjà tout ça. Donc ça c'est le point de départ, quoi. Et Merci après, beaucoup. bah, Ouais. si... Je t'en Ouais, prie, vas-y, vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, tu peux. Allez. J'allais te demander,
en confinement, on n'a pas toujours tous les jeux qu'on aimerait découvrir sous la main. Est-ce que tu as des recommandations à nous faire pour jouer avec ce qu'on peut trouver à la maison? Alors, déjà, un truc, c'est que les jeux que vous avez d'habitude, vous pouvez les pousser un cran plus loin. Donc, si on Mhm. parlait déjà de tous les jeux vidéo qui sont déjà là, qui sont probablement déjà utilisés pour beaucoup de jeunes, mais en fait, vous pouvez rajouter une couche derrière en demandant, en invitant le jeune, par exemple, à verbaliser, à expliquer tout ce qui se passe dans le jeu. Euh, ou s'il a un peu un jeu d'aventure ou un jeu de rôle, ça peut être de lui proposer d'inventer des nouvelles histoires à son personnage, voire même de les écrire ou de les dessiner. Et donc, du coup, on va renforcer tout ce qui est la narration, le travail du langage, l'imagination et tout ça. Et donc, le même jeu, sans rien changer, on rajoute juste un peu des exercices, entre guillemets, dessus, et ça va permettre de pousser les choses un petit peu plus loin. Donc, là, pour ça, il n'y a rien, il y a pas besoin d'ajouter des jeux en plus ou en acheter de nouveaux. Mhm. Merci beaucoup Jonathan. Pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin, nous sommes avec Jonathan Smet qui est formateur pour Bibliothèques sans frontières Belgique et qui est aussi un spécialiste du jeu et notamment de son utilisation en pratique éducative, en pratique pédagogique. C'est aussi quelqu'un qui connaît très bien le monde des ludothèques. Donc n'hésitez surtout pas à lui poser vos questions directement dans les commentaires du live. J'ai un œil dessus et je ne manquerai pas de les lui transférer. Et on y répondra bien sûr en direct. Jonathan nous parlait des jeux et des inquiétudes qu'il peut y avoir autour du fait de trop jouer peut-être en cette période de confinement. Et surtout, il soulignait les bienfaits en termes de développement de compétences cognitives, de compétences de communication grâce au jeu. Jonathan, peut-être, est-ce que tu sais, parfois on a l'impression que jouer, c'est une activité pour les enfants, que tu parlais de jouets et c'est un univers qu'on associe souvent aux jeunes enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des jeux pour tous les âges? Absolument. Il faut savoir que, bon, du coup, on commence à en parler de plus en plus, mais j'imagine qu'il y a encore pas mal de gens qui ne savent pas encore. Moi, je suis plongé dedans, donc j'ai un peu tendance à oublier que c'est pas encore le cas pour tout le monde, mais le jeu de société s'est énormément développé depuis, en fait, on va dire les 20 dernières années, et maintenant, il Mhm. y a plus de 1500 jeux qui sortent, des nouveaux jeux qui sortent par an, rien qu'en Europe. Ouais. Donc, il y a moyen de trouver pour tous les goûts, pour toutes les complexités, pour tous les âges, et faut pas se dire que c'est pour les enfants, que ça sert à rien, que c'est improductif. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent autour de ça. D'ailleurs, les études qui tournent autour se développent à fond. Il y a plein de sociologie et d'anthropologie à faire. Euh, et désolé, le chien m'embête. C'est un peu l'inconvénient d'être au milieu de tout le monde. Euh, et du coup, oui, on peut. Alors, on voit dans les ludothèques que les jeunes décrochent un peu. En fait, Mhm. ils ont tendance à abandonner le jeu de société et à se tourner plutôt vers le jeu vidéo. En fait, quand ils arrivent à l'adolescence et ils jouent plus trop en famille, ils jouent plutôt avec les copains. Mais ça revient après, en fait. Si on prend les jeunes parents, eux, ils vont se replonger dans le jouet quand ils vont avoir des enfants. Et puis, quand ils vont grandir, ils vont souvent cultiver leur cercle d'amis avec du jeu de société. Donc, il y a moyen de trouver de tout. Super, merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que tu aurais quelques jeux à nous recommander peut-être? Alors, sans savoir à qui je parle exactement, c'est un peu compliqué, parce que d'habitude, ce qu'on fait en ludothèque, c'est plutôt de voir à quoi vous jouez d'habitude, est-ce que vous avez l'habitude ou pas des jeux, parce qu'il y a parfois un Mhm. peu du jargon à s'approprier au niveau des noms des pièces, des noms des mécaniques, toutes ces choses-là, ou même du type de jeu, puisqu'on peut, une première grande séparation qu'on pouvait faire, c'est le jeu compétitif, où on va jouer les uns contre les autres, ou le jeu coopératif, où on va jouer ensemble contre le jeu, ou ensemble contre un joueur en particulier, ou tous contre un. Donc tout ça, c'est des choses qui sont parfois très différentes, qui donnent des ambiances différentes autour de la Mhm. table, etc., et qui peuvent être intéressantes. Euh, et du coup, en général, voilà, on essaie plutôt de cibler un peu comme ça. Maintenant, euh, que je reprenne vite mes notes. Mais justement, n'hésitez pas si vous avez des questions particulières, si vous voulez demander à Jonathan une recommandation de jeu en fonction de vos appétences, de vos centres d'intérêt. Je vous invite à poser la question en commentaire. Je la lirai à Jonathan et je suis sûre que euh, sur le vif, il saura vous guider. On peut essayer, tout à fait. Maintenant, un jeu qui peut marcher, enfin, des jeux qui marchent avec un peu tout le monde parce qu'ils ne demandent pas beaucoup de connaissances préalables, etc. Ça va être par exemple King Domino, qui est sorti il y a déjà un petit nombre d'années. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on reprend le mécanisme du domino, donc avec des pièces qu'on doit agencer côte à côte parce qu'elles ont un point commun.
Sauf qu'on va remettre une petite couche de stratégie et de points au-dessus, et donc ça permet de partir d'un jeu que tout le monde connaît, que tout le monde sait jouer, et de remettre une petite dose en plus. Donc ça permet de rentrer un peu dans le monde du jeu. C'est un bon jeu passerelle, on appelle ça. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut regarder du côté de Quirkle, par exemple, qui est un jeu déjà très ancien. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en fait, il a été créé par une femme, par une autrice de jeu. Et en fait, là, on a des petits cubes avec des symboles et il faut arriver à faire des suites. Et donc, ça paraît simple comme ça. Et puis, en fait, il y a moyen d'avoir pas mal de stratégies différentes. Et donc, c'est un jeu qu'on peut jouer longtemps et on va continuer à apprendre des choses. Est-ce que tu peux rappeler le nom du jeu? Je pense que c'est un petit peu sauté, moi. Quirkle. Alors, c'est D'accord, Quirkle. Quirckle. Super. N'hésitez pas, on vous met les références des jeux dans les commentaires si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le site de l'éditeur pour voir à quoi il ressemble. Merci, Jonathan. Alors, on parlait des genres de jeux différents. Un genre qui se développe pas mal ici, c'est la dernière année, l'année passée, c'est ce qu'on appelle les roll and write. Donc, littéralement, on va avoir un jet de dés, roll, et puis on va écrire. Donc, en fait, chacun a un plateau et on va pouvoir dessiner dessus et agencer ce qu'on tire avec les dés de façon différente. Et donc là, c'est une question d'optimisation, en fait, beaucoup. Donc ça va parler peut-être un petit peu moins aux gens. En général, il faut avoir déjà un peu l'habitude du jeu avant d'y trouver de l'intérêt. Mais c'est très chouette en confinement parce que du coup, on sait le jouer avec des webcams. Il va y avoir une personne qui fait le tirage et puis tout le monde, chacun de son côté, va pouvoir écrire sur son plateau ou pas agencer ses cartes, etc. Là-dessus, un jeu qui est pas mal pour commencer, c'est Penny Papers. Et c'est une petite série avec des aventuriers qui se baladent dans la jungle et donc ils découvrent des choses. Super, une bonne façon de voyager en confinement. Exactement. Et de continuer à faire du lien. Super. Dis-moi, je vois qu'on commence à avoir quelques questions dans les commentaires. Si tu veux bien, on va commencer à les prendre. On en a une qui, justement, en parlant de type de jeu, quelqu'un qui nous demande ce que tu penses du jeu Pandémie. Est-ce que tu vois ce que c'est? Tout à fait, oui. J'en ai une boîte qui est pas loin de moi, là-bas plus loin. Elle est juste hors du champ de la caméra. Alors, c'est un jeu qui va s'adresser plutôt déjà à des gens qui ont un petit peu l'habitude. C'est un jeu coopératif qui est assez dur en fait à gagner. Du coup, il peut générer beaucoup de frustration, d'incompréhension, de dire qu'est-ce que j'ai raté, pourquoi est-ce que j'ai perdu, c'est pas évident. Même si mécaniquement il est assez simple, puisqu'en fait chacun va avoir un ou plusieurs rôles qui sont des scientifiques avec différentes capacités. Il va y avoir la personne qui peut déployer des tentes d'urgence, il y a la personne qui peut soigner plus vite les virus, etc. Et on va se balader sur un plateau qui représente la Terre, et on va aller de ville en ville et on va pourchasser la maladie, un petit peu comme ce que les scientifiques sont en train de faire en vrai maintenant. Mais bon, ça reste évidemment très symbolique, très édulcoré. Je ne m'avancerai pas à dire qu'on peut utiliser pandémie pour lutter contre le coronavirus. Ça ne marchera pas. Mais vous pouvez jouer, ça vous amuserez bien. Et il y a moyen de le trouver normalement assez facilement, puisqu'en fait, il est déjà un petit peu ancien. Et il y a eu pas mal d'éditions et de rééditions. Et il y a notamment une belle boîte anniversaire avec du beau matériel qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Super. Je vais aussi te lire le commentaire d'Ojen qui, je pense, amène à quelques questions. Alors, Ojen nous dit, avant, les petits passaient leur temps à des jeux de construction avec des dés, développant l'esprit de l'architecture, etc. Maintenant, ils sont devant les jeux vidéo qui développent leurs réflexes intellectuels. Mais dans tout ça, il y a peut-être un peu trop de numérique, ou alors il faudrait un jeu d'apprentissage d'Internet et des métiers pour se passer en peu de ludique. Alors j'imagine que la question sous-jacente est potentiellement aussi, est-ce que tu connais des jeux qui permettent, par leur mécanique, de mieux comprendre les fonctionnements d'Internet et le fonctionnement d'Internet et des technologies de façon générale? Alors, en jeu de société classique d'édition, il n'y a pas vraiment ça. Parce qu'en fait, ça relèverait plutôt de ce qu'on appelle le jeu éducatif, c'est-à-dire de jeux qui ont été créés exprès pour apprendre des choses. Ouais. Et là, en général, on tombe vite dans un travers un petit peu embêtant, c'est que les personnes qui s'aventurent à créer ce genre de jeu vont prendre beaucoup de contenu, beaucoup de savoir, beaucoup de choses à faire et à apprendre, et vont forcer ça à l'intérieur du jeu, et du coup, après, c'est un jeu qui est pas très amusant en général. Mon approche, j'essaie plutôt il vaut mieux, en fait, c'est ce que j'explique aux enseignants en temps normal, mais bon, ici, c'est un peu particulier, mais on peut parler de ça. C'est de cibler, en fait, une compétence, un savoir, et de trouver un jeu qui s'en rapproche le plus possible, et d'utiliser ce jeu comme moyen d'exercer la compétence d'approcher le savoir ou de faire du drill, par exemple. Et alors, après, il y a un truc qu'on fait en classe aussi, c'est le débriefing. Ça, en fait, les parents peuvent le faire ici en vrai aussi, même si voilà, ça marche un peu différemment. Débriefing, c'est quoi? C'est après le jeu, on prend un temps avec les gens qui ont joué
pour leur poser un peu des questions guidées et pour les amener à expliquer ce qu'ils ont fait, pour qu'ils conscientisent qu'ils ont fait quelque chose. En fait, c'était pas complètement innocent. Ils ont appris quelque chose et leur demander, essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont compris du jeu. Et alors après, en fonction de ce qu'on veut développer, on va poser des questions un peu différentes. Si on veut travailler le respect de la règle, la socialisation, la dynamique de groupe en classe ou en famille, ben on va plutôt des questions qui vont tourner autour de comment est-ce que tu t'es senti pendant que tu jouais, travailler tout ce qui est la défaite, travailler le partage des stratégies, la communication, etc. Si c'est un jeu plutôt basé sur le savoir avec des connaissances générales ou des jeux de quiz, tout ce qui est Trivial Pursuit, tout ce qui est Time's Up, toutes les choses comme ça, ben là, on va plutôt poser des questions autour de est-ce qu'on arrive à se souvenir des choses, est-ce qu'on arrive à comment est-ce qu'on fait pour retrouver les informations, etc. Enfin, donc voilà, ça c'est l'idée générale, c'est on va poser des questions guidées pour mettre en avant, pour souligner, renforcer ce qui s'est passé qu'on voulait trouver dans le jeu et qui n'a pas forcément eu lieu d'ailleurs. Faut pas oublier que quand on est à fond dans le jeu, ben on est à fond dans le jeu, on ne pense pas à ce qu'il y a autour, on ne va pas se mettre en posture d'élève qui est en train de répondre à une interro, donc on n'agit pas de la même façon, on réfléchit pas de la même façon. Donc c'est important d'après remettre ça en avant pour que le transfert puisse avoir lieu en fait. Absolument, ouais. C'est surtout profiter de l'expérience du jeu pour essayer de créer une connexion directe avec un sujet, avec une compétence. Mais effectivement, l'expérience du jeu est individuelle et dépend beaucoup des personnes qui la vivent. Alors, je continue avec les questions parce on en a beaucoup qui apparaissent dans le chat. Comment trouver un jeu qui nous convienne et auquel on peut jouer en famille, par exemple, Jonathan? Quel est le process que tu conseillerais? De demander à des gens qui connaissent des jeux, en fait. Que ce soit des ludothécaires, que ce soit des personnes de type boutique pas loin de chez vous. Alors, en France, honnêtement, je m'y connais moyen et vous avez un territoire énorme, donc c'est un peu compliqué de trouver des boutiques, mais il y a moyen encore de trouver même des forums en ligne aussi, où vous pouvez discuter avec des gens. Il y a commence aussi à avoir beaucoup de sites avec des revues de jeux. En fait, ils vont présenter le jeu, alors que ce soit avec en texte, avec des revues un peu journalistiques, on va dire, comme Trick Track par exemple, ou avec des vidéos, comme on a les chronoludo, des choses comme ça. Et donc il y a des gens qui vont parfois même faire des mini-vidéos en 5 minutes, ils vous expliquent le jeu, vous savez comment ça marche, quel genre de jeu c'est, etc. Et donc ça vous donne un premier avant-goût et ça peut vous aider à choisir, à défaut d'avoir les ludothécaires à qui aller poser les questions. Super. N'hésitez pas à regarder les commentaires du live. On essaye de vous poster tous les liens et toutes les références dont parle Jonathan. Alors peut-être une question un peu plus personnelle. Lina qui te demande quel est ton jeu préféré, Jonathan? Ton jeu vidéo préféré, excuse-moi. Jeu vidéo préféré. Oula. C'est un peu compliqué. Ça va par période. En général, je suis resté très longtemps sur tout ce qui était les MMORPG. Donc, c'est un peu. On n'a plus trop entendu parler de cet acronyme-là, mais donc ça, c'est des jeux en ligne massivement multijoueurs, jeux de rôle en ligne. Puis après ça, j'ai eu une période où je jouais beaucoup à tout ce qui était des jeux de tir. Puis j'ai une période, je suis resté beaucoup sur Minecraft. Je recommande vraiment chaudement, surtout avec les dernières évolutions. Les enseignants, faut vraiment vous renseigner sur Minecraft. Il y a plein de projets super chouettes à faire au long cours sur toute l'année. Donc pour l'année prochaine, ça peut vous donner des idées. Et là, en ce moment-ci, je suis revenu à la série Assassin's Creed. Grand succès. Voilà. Et effectivement, qui plonge aussi dans un univers antique qui est pas inintéressant et qui peut ouvrir plein de portes Tout vers à fait. l'imaginaire. D'ailleurs, l'éditeur a bien compris qu'il y a de plus en plus de profs qui détournent le jeu pour Exactement. utiliser le contenu, travailler tout ce qui est l'éducation, média-jeu, comprendre qu'est-ce qu'il y a dans un jeu, comment est-ce qu'on le fait, etc. Et puis quel message ça peut véhiculer. Il y a plein de profs qui travaillent là-dessus et l'éditeur s'en est rendu compte et ils ont commencé à développer dans les derniers opus, ils ont mis un mode éducatif où on peut juste se promener sans avoir de combat, etc. Et donc ça facilite un peu l'exploitation du jeu de ce côté-là. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, je continue avec les questions. On en a une autour des escape games. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, quelle est la mécanique, comment Alors, ça le marche? principe de départ, c'est d'enfermer les joueurs dans une pièce ou plusieurs et ils doivent résoudre des énigmes pour arriver à en sortir dans un certain temps. En général, c'est 1 heure. Alors, les énigmes, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est trouver la combinaison d'un cadenas, parcourir une bibliothèque pour trouver le parchemin secret. Enfin, il y a plein de choses différentes. Il y a moyen de trouver plein d'univers, plein de thématiques. Et ça, c'est développé énormément. Ça commence en Europe de l'Est et puis on s'est arrivé en Belgique. On en a plusieurs à Bruxelles. On en a pas mal qui arrivent un peu partout. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, comme il y a un gros succès,
la notion a viré vers d'autres choses. Et on peut trouver pas mal de jeux en ce moment qui s'en inspirent et qui réutilisent l'appellation, même si Mhm. voilà, ils s'en démarquent un petit peu. Il y a par exemple pas mal d'enseignants qui peuvent d'ailleurs souvent se baser sur Skip-Edu. C'est un site en ligne avec un portail plein de ressources, avec plein d'astuces pour fabriquer vos propres escape games en classe. Alors, je rappelle qu'on Super. n'enferme pas les élèves, hein, question de sécurité. Mais voilà, on va leur donner quand même une petite histoire, un contexte qui va donner un sentiment d'urgence et les pousser à résoudre l'énigme, à ouvrir le coffre au trésor, etc. Et donc, c'est en fait ça devient un prétexte à travailler plein de compétences, travailler plein de savoirs et de sujets en particulier. Puisque comme on fabrique le jeu autour du sujet qui nous intéresse, ben, les Mhm. enseignants peuvent s'en servir pour faire plein de choses intéressantes. Et alors, avec le confinement, on voit apparaître beaucoup de versions en print template. Donc là, l'idée, c'est que vous allez sur un site, vous recevez tous les fichiers du jeu avec les cartes, des dés à fabriquer, des énigmes ou des Mhm. coffres à monter, etc. Vous les imprimez, vous bricolez un petit peu, vous disposez ça dans la maison, et puis bah, vous lancez les enfants à la chasse. Et ils vont retrouver tous les petits secrets cachés, décoder les énigmes, défaire les codes secrets, etc. Ça permet de faire pas mal de choses très chouettes aussi. Et justement, une question de Sophie à ce sujet. Est-ce que tu aurais des références de sites qui permettent de construire des escape games comme ça à la maison? Bah, il y a justement le principal qui a été développé au départ par un étudiant en France, je ne sais plus si c'est un étudiant enseignant ou quoi. C'est Skip-Edu, je vais essayer de vite vous le retrouver pour vous donner l'adresse. Voilà. Et comme ça, on pourra mettre tous les liens que je mentionnais, tout ça, on peut les mettre dans le chat aussi. Oui, oui, oui. Et puis vous les retrouverez sur la page BSF Belgique comme BSF France. C'est l'avantage d'avoir un intervenant qui fait partie des équipes qui justement cherchent ces références. Voilà, je te l'ai mis sur Slack, puisqu'apparemment le chat du Merci stream beaucoup. ne laisse pas envoyer de message. Merci beaucoup, Jonathan. Peut-être alors pour continuer sur le sujet, une autre question d'une auditrice qui nous demande quel est l'intérêt des escape games en réalité virtuelle? Est-ce que c'est aussi collaboratif que les escape games normaux? Ah, alors bah, en fait, j'en ai justement fait un il n'y a pas très longtemps, avec des collègues de BSF. Et oui, ça reste collaboratif, puisque bah, on a toujours les composantes de communication, puisqu'il faut dire ce qu'on voit, dire ce qu'on trouve, dire ce qu'on cherche. Mhm. Il faut clarifier les objectifs qu'on a compris, clarifier les énigmes ensemble, etc. Donc il y a tout ce travail ensemble reste là. Ce qui va changer, c'est la façon d'interagir, on va dire physiquement avec les autres, puisqu'en réalité virtuelle, bah, je ne vais pas toucher mon collègue, je ne vais pas lui donner un cadenas. Et en général, on va se retrouver chacun dans un box avec tout le matériel, le casque, les écouteurs, les manettes. Et puis, on va pouvoir envoyer des objets en les lançant virtuellement aux autres, etc., qui eux-mêmes sont dans des zones séparées. Donc, il y a moins de circulation, en fait. On va se retrouver en général bloqué dans une partie du niveau, chacun de son Ouais. côté, mais on continue de pouvoir travailler ensemble, discuter ensemble, etc. Merci beaucoup. Alors, on sort des escape games cette fois-ci pour une question de recommandation de jeu. Florida qui te demande: Bonjour, je suis confinée loin de ma nièce de 4 ans. Avez-vous des idées de jeux multijoueurs en ligne pour que je puisse jouer avec elle de temps en temps malgré l'éloignement? Alors, la plateforme que je peux recommander, c'est Board Game Arena, puisqu'elle va vous permettre justement de jouer ensemble un petit peu à des jeux de société, en fait, et donc de Mhm. peut-être, avec un petit peu de chance, retrouver des jeux que vous connaissez déjà, et en tout cas de pouvoir naviguer un peu et de sélectionner des choses. Comme ça, vous trouvez des jeux qui sont appropriés pour elle. Et du coup, vous allez pouvoir jouer avec elle à travers Internet, en fait. Après, il y a aussi pas mal de gens qui font des espèces d'apéro-jeux en ligne, etc. Mais c'est pour les plus grands. Super, merci, merci Jonathan. Alors dis-moi une question peut-être plus historique et plus sociologique. Valérie qui te demande, est-ce que les jeux de cartes, bataille, valet de pique, etc., ont encore la cote chez les enfants et les jeunes? Des variantes, oui. Il suffit de regarder dans les cours de récréation ou dans les centres de vacances. Mhm. Le Valet Puant, c'est un truc qui continue à se propager. Moi, je connaissais ça quand j'étais petit. Mes parents connaissaient ça quand ils étaient petits. Et donc, en fait, on va retrouver parfois les mêmes jeux avec des noms différents, des règles un petit peu différentes. Donc, le matériel continue d'être utilisé. Tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est un jeu de cartes. Mais les jeux qu'on jouait avec ont changé. Et surtout, ce qui a changé, c'est la façon de les apprendre, en fait. Puisque bah, Mhm. avant, on allait au café, on partageait ça avec les copains. Et puis, bah, on apprenait avec les parents un petit peu à la maison. Et Ouais. aujourd'hui, ben, ça se propage à la cour de récré, en fait. Donc, c'est le mode de propagation d'apprentissage qui a changé. Du coup, les jeux ont changé un peu, mais c'est toujours là. Ouais, ce sont des jeux qui font des retours parfois spectaculaires dans les cours de récré que les parents découvrent avec
avec Tout à fait. surprise. Je me permets de partager peut-être une suggestion d'une autre de nos collègues, Samantha, qui répond à Florida en lui suggérant ce site qu'elle a découvert récemment, qui est un site de Pictionary en ligne qui s'appelle Scribble.io, et effectivement qui est un jeu auquel on peut jouer avec, y compris des enfants assez jeunes, et en asynchrone finalement si chaque personne a une connexion Internet. C'est ça. Oui, donc la synchrone, l'idée, c'est qu'on va pas jouer tout là en même temps en direct. C'est chacun va jouer son tour, et puis la personne Mhm. suivante jouera son tour quand ça l'arrange. C'est l'intérêt d'Internet. Et après, là, on retourne à sa fin ping-pong. Et donc la partie va s'étaler dans le temps. Ça demande un peu d'autres habitudes, d'autres façons. C'est une autre façon de jouer, mais ça permet de retrouver, réconcilier des gens et des jeux qui autrement seraient un peu compliqués à jouer. Absolument, absolument. Dis-moi une autre question. Yvan qui nous demande, est-ce qu'il existe un jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant, ni vainqueur, ni vaincu, ni notion de réussite ou d'échec? Un jeu, en somme, pour le pur plaisir de jouer ensemble. Ah, là, on va toucher à des questions qui sont un peu complexes. Il faut savoir que le jeu n'est pas étudié depuis très très longtemps. Il y a pas mal de gens de backgrounds très différents. On peut avoir des philosophes, des socio-anthropologues, des profs, etc., qui ont étudié la question, qui doivent voir c'est quoi le jeu, pourquoi est-ce qu'on joue, Mhm. quand est-ce que ça arrête du jeu, etc. Et en fait, ils sont pas tous trop d'accord entre eux, mais il y a des caractéristiques qu'on va retrouver chez plusieurs d'entre eux qui deviennent un peu le point de référence commun. Et parmi ces caractéristiques, il y a le côté de l'incertitude. On ne sait pas, en fait, ce qui va arriver dans le jeu. On ne sait pas comment le jeu va finir. Et c'est ça qui donne Mhm. envie de jouer. On veut avoir la réponse. Parce qu'autrement, si on savait déjà la fin, il n'y a plus aucun intérêt. C'est comme si on regardait une série TV en sachant déjà tout ce qui se passe. On ne va pas trop aller chercher. À moins de jouer sur la nostalgie, etc. Mais ça, c'est encore d'autres questions. Donc ici, il y a un jeu où il y aurait ni victoire ni défaite. Ça pourrait être un jeu de lancer de dés, un jeu d'osselet, mais même là, on va retrouver des composants qui vont dire Ouais. quand est-ce que le jeu est terminé et du coup, ben, quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Après, un jeu où il n'y aura pas d'adversaire, non, pas d'adversaire humain, oui, ça existe, puisque comme j'ai Mhm. mentionné tantôt, il y a des jeux coopératifs, on va se battre contre le jeu, on va, avec les jeux vidéo, ben, on va se battre contre l'ordinateur ou contre la console, mais il y a toujours un obstacle à vaincre, un objectif à atteindre. Et après, bon, on le réussit plus ou moins bien, ou on ne réussit pas. Merci beaucoup, Jonathan. Pour celles et ceux qui ont envie de se plonger dans une réflexion une réflexion justement autour de cette notion de jeu, de divertissement, je vous invite à revoir la conférence de mardi que nous avons réalisée avec Yoann, Kian Laurent, qui est doctorant en philosophie et qui travaille notamment sur Pascal et qui nous a fait une très belle analyse du fragment des pensées de Pascal qui porte sur le divertissement et sur cette façon de le divertissement comme moyen de se détourner de la finitude de la condition humaine. Et en l'occurrence, ici, ce que dit Jonathan est intéressant parce que c'est finalement, à travers le jeu, on finit par s'introspecter et par découvrir peut-être des aspects de soi, mieux se connaître. Donc en réalité, c'est peut-être une version un tout petit peu détournée du commentaire qu'on en a fait mardi dernier avec Yoann. Merci beaucoup, Jonathan. Oui, oui, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Non, je me demande s'il y a d'autres questions. Alors oui, il y en a d'autres que j'essaye de faire remonter. Euh, une question de Jen qui demande comment inciter les plus jeunes à se tourner vers des jeux plus complexes, peut-être des jeux d'échecs, des jeux de dames. Euh, est-ce que tu aurais des suggestions? C'est de prendre des jeux intermédiaires. Mhm. Si on parle des plus jeunes que tu es, de 8-10 ans par exemple, un jeu qui est pas mal, c'est. Il est normalement juste derrière moi. Ah oui, c'est Oups. une belle ludothèque derrière. Non, ça c'est la petite ludothèque ici des jeux qu'on joue entre nous. La vraie ludothèque, elle est en haut, il y a beaucoup plus de Ah jeux. oui, d'accord. Ils sont beaucoup plus variés. Alors ici, il y a Twistis. Ça a l'air de. Alors, le, son apparence est un peu bizarre. Il y a parfois des choix d'édition un peu étranges. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il reprend le mouvement du cavalier des échecs. Mhm. Et tout le jeu tourne autour de ça. Et donc, c'est un petit jeu de stratégie très intéressant à jouer à 3, à 4. À 2, ça marche aussi, mais c'est un peu plus calme. Et donc, en fait, ça permet de cultiver la recherche de ce mouvement-là et l'apprentissage. Et donc, en fait, il y a des petits jeux comme ça où on va pouvoir apprendre en fait une partie du jeu d'échecs sans vraiment s'en rendre compte. Et donc, après, quand on va
s'attaquer au jeu d'échecs lui-même, ben, ça sera beaucoup plus facile à apprendre. Et donc, ça paraîtra moins complexe, ça paraîtra moins insurmontable. Ouh là là, il y a plein de mouvements à apprendre. Puis, il y a moyen de se tourner vers des jeux aussi oui, qui sont faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser. Si je prends le jeu de Ouais. Go, par exemple, que beaucoup de gens vont associer au jeu d'échecs, en fait, il n'y a pas tous les mouvements qu'on trouve au jeu d'échecs, donc c'est beaucoup plus simple à apprendre. C'est juste, je pose mon pion, parfois ça fait des captures, et c'est tout. Sauf qu'après, il y a plein de mouvements, il y a plein de combinaisons, de stratégies, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est très facile à commencer, et puis après, on peut jouer pendant très longtemps. Effectivement, il y a une belle courbe de progression possible. Dis-moi, alors j'ai une autre question d'une auditrice qui nous demande si tu as des conseils de jeux auxquels on peut jouer à deux. Oui, il y a la version duel de King Domino qui est sortie l'année passée, qui est très chouette aussi. Il y a tout ce qui est un peu, tous les jeux abstraits, un peu plus anciens. On parlait du jeu d'échecs et du Go, mais il y en a plein d'autres. Après, il y a une chouette collection de jeux. Alors, je n'ai plus le nom de l'éditeur en tête, mais il y a Quarto, par exemple. Mhm. Si vous retrouvez celui-là, vous trouverez les autres à côté. Ils ont tous le même un peu le design. C'est une boîte blanche avec des jolies pièces en bois, très très sympa à manipuler, Ouais. et qui se jouent à deux et qui sont basés justement sur des petits plateaux. En général, c'est des jeux qui prennent pas beaucoup de place en plus. On peut même jouer dans le train. Bon, là, évidemment, ça s'applique moins en confinement, mais voilà, vous aurez la place chez vous en tout cas. Et qui sont basés sur de petites tragédies et des petits mouvements, et donc ils sont aussi faciles à apprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans la même série, il y a aussi ah, c'est le problème, j'ai une mémoire visuelle et donc je retiens les apparences des jeux. Mais si vous retrouvez Tu vois Quarto, vous retrouvez les autres à côté. Il y a toute une série comme ça, du même éditeur d'ailleurs. Super, merci beaucoup Jonathan. On va prendre encore quelques questions, donc si jamais ça te revenait, on vous partagera la référence. Déjà, il y a beaucoup d'auditeurs qui te remercient pour ces conseils et également pour ces références à des études qui parlent du jeu. Euh, on a une question de Dalmal qui nous demande si tu as des idées de jeux de coopération pour renforcer les liens entre frères et sœurs. Alors, faut pas oublier qu'il n'y a pas juste le jeu, il y a ce qu'on fait autour. Et en tant que parent, vous pouvez accompagner le jeu, participer, ou bien garder un œil sur ce qui se passe et puis discuter après la partie de ce qui est arrivé. Comme on parlait tantôt de débriefing et tout ça, ça peut servir à ça aussi, Mhm, mettre en avant pourquoi est-ce qu'il y a eu des désaccords, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu, mhm. etc. Et donc, cultiver un peu les liens comme ça, et le jeu va être juste un prétexte. Et donc, en fait, j'ai pas un jeu en particulier recommandé, mais le type de jeu qui est mentionné, la coopération, c'est important. Parce que ça va permettre justement d'être, au lieu d'être dans la compétition à devoir battre l'autre et faire mieux que l'autre, on va essayer de battre l'ennemi commun du jeu. Alors, ça peut poser d'autres soucis, puisqu'on peut commencer si on perd, on peut par exemple commencer à critiquer l'autre en disant ouais, c'est ta faute, t'as fait le mauvais choix, t'as mal joué ton pion, nanana, bon, et c'est à ce moment-là qu'il faudra intervenir en tant que parent et désamorcer un petit peu le conflit. Merci beaucoup pour ces conseils, non seulement sur le choix du jeu, mais aussi sur la façon de superviser le jeu en tant qu'adulte à côté. Dis-moi, est-ce que tu parlais tout à l'heure d'Assassin's Creed et de la capacité à plonger comme ça dans un univers qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu as d'autres références de jeux qui permettent peut-être de découvrir un univers littéraire, un personnage ou une époque historique ou un milieu professionnel qu'on ne connaît pas toujours forcément? Oula. Euh, alors, au milieu professionnel, on va retrouver, il y a des jeux de simulation. Après, je suis mal placé pour juger à quel point c'est proche du métier réel, mais on peut trouver des jeux comme le Farming Simulator ou des choses comme ça. Et si vous regardez sur Steam, dans la catégorie simulation, il y a plein de jeux, euh, parfois avec des productions un peu douteuses. Par exemple, on a vu arriver ces derniers temps pas mal de jeux du côté de l'Est avec des scénarios très spécifiques qui servent en fait notamment à faire de l'apprentissage en entreprise. Maintenant, ici pour les jeunes, D'accord. là, comme ça, tout de suite, j'ai pas de nom, honnêtement. Mais si vous regardez du côté de ce qu'on appelle les jeux de simulation, là, vous allez trouver des choses normalement. Super. Je pense aussi à un autre jeu qui est un jeu plutôt d'énigmes où on se plonge dans le monde de Sherlock Holmes, où tu essayes de résoudre des énigmes, des choses de genre. Je trouve que ça peut aussi être une façon de créer des ponts entre Tout à fait. l'univers Et ça, littéraire et... ouais. Ouais, et ça, on va en trouver de plus en plus, puisqu'en fait, il y a une partie des choses qui rentrent dans le domaine public. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir de plus en plus, notamment de jeux de société, autour de Sherlock lui-même, ou parfois des choses à côté, comme il y a
détective, je ne sais plus le nombre qu'il y a derrière, mais qui permet justement un jeu par intégration. Et donc en fait, chacun a qu'une partie des informations avec des vrais défauts, et ils doivent poser des questions aux autres joueurs pour retrouver qu'est-ce qui est vrai et après désigner le coupable ensemble. Puis Mhm. même en retournant vers des vieux classiques, le Cluedo, des choses comme ça relève un Mhm. peu de la déduction, c'est le même genre de mécanique en fait, même si c'est pas lié à un univers en particulier. Vous allez retrouver le même genre d'impression de jeu. Super, merci beaucoup. Tu as un remerciement d'Almal qui posait la question sur la coopération au sein d'une fratrie et qui te dit merci, bien entendu, nous accompagnons les enfants dans le jeu. Donc effectivement, c'est une combinaison de pédagogie, d'accompagnement, de supervision Tout à fait. et de choix de jeu. Peut-être une autre question sur un jeu spécifique qui est celui qui est le jeu Dixit. Euh, Valérie qui nous demande si tu as des idées d'adaptation pour ce jeu. Est-ce qu'on peut adapter un petit peu les règles pour en inventer d'autres? Alors, vous pouvez toujours adapter des règles et créer vos propres jeux, bien sûr. N'hésitez pas. C'est un exercice très intéressant qui permet justement parfois de se rendre compte pourquoi est-ce il y a parfois des règles, on voit pas trop ce qu'elles font dans le jeu, puis on l'enlève et on se rend compte qu'en fait elle est très importante. Avec Dixit, en fait, ce qui est chouette, c'est que donc pour ceux qui connaissent pas, on a une série de cartes. Chaque carte représente une illustration très détaillée avec plusieurs façons de la lire. Parfois, on va pas avoir l'œil attiré par les mêmes détails, etc. Et souvent, ça mélange deux univers différents. Et alors, il y a une personne qui est désignée compteur qui va choisir un mot auquel sa carte lui fait penser. Elle va placer sa carte face cachée. Toutes les autres personnes vont choisir parmi leurs cartes à elle quelque chose qui pourrait aussi faire penser à ce mot-là pour brouiller les pistes. Et après, il va falloir essayer de deviner ensemble quelle était la carte du compteur quand on les aura remises face visible. Après, il y a un système de points, etc. Mais donc, par exemple, un exemple de détournement qu'on fait, c'est l'utiliser en tant que photolangage. Donc, en fait, on va utiliser Mhm, les images du jeu pour exprimer d'autres choses. Ça peut servir de brise-glace, par exemple, quand on approche un groupe pour la première fois ou qu'on veut travailler les dynamiques de groupe en classe. On va pouvoir utiliser ça comme prétexte à des discussions, à expliquer comment on se sent par rapport à la séance qui arrive ou qui vient d'avoir lieu, ce genre de mhm. choses. Et donc, il y a moyen déjà de travailler tout ce qui est la narration, tout ce comme ça. Si vous voulez détourner Dixit pour jouer à la maison et travailler un peu le langage et l'imagination, vous pouvez très bien sélectionner deux cartes et puis d'inventer une histoire qui les lie toutes les deux, qui explique Mhm. comment on passe d'une carte à l'autre. Puis on rajoute une autre carte et on continue l'histoire de plus en plus. Et ça peut devenir un peu un cadre exquis, etc. Donc il y a même pas besoin d'avoir des règles très, très détaillées ou très complexes et on peut s'amuser pendant très longtemps. Super, merci beaucoup. C'est plein de perspectives, effectivement, d'horizons à découvrir, de pistes pour développer l'imagination en confinement. Euh, alors, peut-être quelques questions pour poursuivre notre réflexion. Une question autour des jeux sérieux. Quelqu'un qui te demande quel est l'intérêt de ces jeux, Jonathan. Ça dépend à qui vous posez la question. Les gens qui les fabriquent, en général, ils vont. Alors on peut distinguer différents types, puisqu'en fait, il y a des jeux sérieux qui vont viser à travailler, par exemple, tout ce qui est le kinesthésique. C'est comme ça qu'on Mhm, trouve, par exemple, des jeux qui vont être utilisés en EHPAD, en maison de retraite, etc., pour remettre des mouvements en ordre, faire la mobilisation, faire un petit peu de la kiné de façon déguisée, etc. Puis on va trouver beaucoup de jeux sérieux en entreprise qui vont être là pour apprendre des procédures, par exemple de sécurité ou des procédures liées à un métier en particulier. Et après, il y a aussi des jeux qui se veulent plus éducatifs. Une thématique qui sort souvent, c'est tout ce qui est environnement, tout ce qui est climat, toutes les luttes comme ça. La Croix-Rouge fait souvent des jeux aussi sur tout ce qui tourne le droit en temps de guerre, des choses comme ça. mhm, Donc, l'idée générale, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'appellent sérieux, c'est qu'ils prennent un pas de recul par rapport au jeu classique et disent non, dans ce jeu-là, on fait un truc important avec. Pour moi, c'est un peu montrer qu'on n'a pas compris tout ce qu'on expliquait avant ici dans l'intervention, que en fait même jeu qui n'a pas l'air sérieux, ben en fait on peut faire plein de choses sérieuses et très importantes, très utiles avec. Et je pense que c'est une volonté aussi de lutter contre l'idée reçue qu'on évoquait tantôt, que le jeu c'est pour les enfants, que le jeu c'est pas important, mhm, etc. Et donc ils ont inventé cette nomenclature qui est arrivée de l'anglais, Serious Games, qui s'est propagée maintenant en France et qu'on retrouve dans certaines sphères, mais qui sont en fait un peu plus éloignées du jeu, puisque ça va être plus des sphères business, des sphères médicales et tout ce comme ça. mhm. Ouais, effectivement, je pense que ce qui est très intéressant dans ce que tu nous disais auparavant, c'est la façon dont on arrive à utiliser la mécanique du jeu pour développer des compétences, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient motrices, qu'elles soient de coordination, etc. Et que l'apprentissage par le jeu ne passe pas simplement par l'information
qu'on va récupérer en apprenant les règles ou en jouant. Ça passe aussi par l'expérience qu'on vit et que parfois ces jeux sérieux peuvent passer un peu à côté de cet aspect-là. Tout à fait. C'est-à-dire que les jeux sérieux vont cibler, ils vont nous faire dans le jeu quelque chose qui est très proche de ce qu'ils veulent nous faire en vrai. Mm-hmm. On va retrouver les mêmes mouvements, on va retrouver les mêmes Ouais. attitudes, les mêmes prises de décision, etc. Et du coup, parfois, ça s'éloigne du jeu, puisqu'en fait, au lieu de donner un objectif, un obstacle à vaincre, d'avoir Mm-hmm. un adversaire, des comparses ou une équipe ou quoi, on va se retrouver un peu seul face à une entité qui est là à nous poser des questions. Et c'est moins fun en général. Après, il y en a qui ont fait des très chouettes résultats. Et si on regarde, par exemple, en réalité virtuelle, il y a, Mm-hmm. alors, il n'est pas disponible au grand public et il a même pas de nom commercial, je pense, mais il y a notamment des jeux qui servent à travailler tout ce qui est le PTSD, donc le stress post-traumatique, et qui obtient de très chouettes résultats, notamment avec des vétérans de guerre, des choses comme ça. Donc, je ne suis pas du tout en train Ouais. de cracher sur les serious games, j'expliquais juste le recul et que voilà, c'est une autre sphère. Alors pour revenir sur la question qu'on avait tout à l'heure autour des jeux qui permettent de découvrir certains univers, notamment littéraires ou certaines périodes historiques, on a Lina, une collègue de BSF Belgique, qui conseille Les Piliers de la Terre, un jeu vidéo qui est génial aussi pour découvrir et qui permet de faire le lien avec l'ouvrage Les Piliers de la Terre. Et alors peut-être quelques questions, je vois que l'heure tourne, mais nous avons encore beaucoup de questions, donc je me permets de te les poser, Jonathan. Est-ce qu'il y a un jeu, est-ce qu'il existe une version numérique interactive du jeu de la bataille navale? Oui, plein. Mais on va les trouver sous d'autres noms. Puisqu'en fait, le terme bataille navale est un petit peu protégé. Normalement, il appartient encore toujours à son éditeur. Mais vous allez trouver plein de versions, et il y a des versions parfois qui poussent les choses beaucoup plus loin. Évidemment, je ne retrouve plus sur le nom. Alors, c'est les mêmes personnes qui ont fait aussi World of Tanks. Ils ont fait un jeu de bataille navale qui est très poussé, où il y a moyen d'avoir les différents types de navires, les sous-marins, etc. D'accord. Maintenant, si vous cherchez juste l'impression générale du bataille naval, donc avec le double plateau, avec la grille au-dessus, pour les positions adverses, etc., il y a moyen d'en trouver notamment dans des petits jeux flash sur des portails de jeux en ligne. Mhm. Euh, du coup, j'ai pas un nom en particulier à vous recommander, mais si vous tapez les mots-clés, vous allez trouver plein de choses. Super. Dis-moi, on a aussi une question de Flavie qui demande est-ce qu'il y a des éditeurs qui ont mis à disposition des jeux de société à imprimer, et notamment durant cette période de confinement? Oui, des éditeurs et des auteurs, d'ailleurs. Mhm. Si vous regardez... allez, je vais plus dire son nom parce que je risque de me tromper, mais la personne qui a fait King Domino a sorti une extension du jeu qu'on peut imprimer et découper. Même en dehors des temps de confinement, il y a Léandre Brousse qui sort, en fait, il a inventé une petite formule d'abonnement où tous les mois, il vous envoie un petit jeu qui est imprimé, que vous découpez, vous avez les pions et c'est des règles très simples, etc. Donc, ça permet d'en avoir de nouveau régulièrement. Après, je n'ai plus là sous la main le lien, mais il y a, si vous regardez sur mon Twitter, vous allez devoir pouvoir retrouver, il y a une liste de jeux. Je chercherai le lien, je le mettrai dans le chat après, mais je Super. sais où trouver le lien. Et il y a justement une liste qui reprend tous les jeux imprimés qui ont été diffusés, etc. Donc ça, je pourrais vous la partager ensuite. Super. Peut-être pour compléter ce que tu disais, King Domino, l'auteur s'appelle Bruno Catala. Voilà. Et donc en allant sur son site, vous retrouverez effectivement les versions imprimables. Et il y a un éditeur aussi de jeux français, il me semble, qui s'appelle Asmodée, qui a créé une page sur laquelle vous pouvez télécharger des packs de jeux à imprimer chez vous, qui sont des jeux qu'ils éditent en temps normal. Et en cette période de confinement, ils les ont mis à disposition directement sur leur site internet. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et je vois que Jonathan cherche le lien dont il parlait tout à l'heure. En dessus. Peut-être, non, non, je t'en prie. Alors peut-être deux petites questions pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, mais que les sujets abondent. Ojen qui nous demande quel jeu captif conseilleriez-vous pour les petits de 4 ans? Alors, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris ce qui était derrière le mot jeu captif, mais peut-être que toi, Jonathan, tu as saisi la nuance. Non, là, comme ça ne me dit rien. En général, quand on parle de captivité dans le jeu, c'est qu'on a obligé la personne à jouer. Il donne pas toujours des très bons résultats. C'est pas une approche que je recommande beaucoup. Du Ojen, coup, là, n'hésitez pas je suis pas sûr si de vous connaître avez forcément.
Si vous avez une précision à apporter aux jeunes, n'hésitez pas. Pendant ce temps, je propose à Jonathan peut-être la question suivante. Une personne qui te demande si tu peux nous partager à nouveau peut-être les sites que tu nous citais et qui commentent la sortie de nouveaux jeux ou qui simplement font une revue de jeux que ces rédacteurs ont testés. Tout à fait. Alors, le plus grand que vous avez, qui est d'ailleurs français, et qui a le plus de succès pour le moment, c'est Trick Track. Il y a des parties écrites et des parties vidéo. Après, vous allez trouver sur YouTube, il y a aussi Ludo Chrono, si je ne dis pas de bêtises. Si vous regardez chez Proxy Jeux aussi, il y a pas mal d'informations. Donc, D'accord. et puis, de façon générale, alors pour les anglophones, vous pouvez aller regarder du côté de Board Game Geek, qui a une base de données énorme avec plein de forums et plein de une très grande communauté avec beaucoup de partage, etc. Euh, mais sinon, les autres sources que j'ai notées que je nommées, pardon, sont en français. Super. Merci, merci énormément, Jonathan. C'était un échange extrêmement riche et je pense que pour celles et ceux qui n'étaient peut-être pas aussi familiers du jeu vidéo et du jeu de société que toi, ça a été une belle découverte. Dis-moi peut-être pour clore notre discussion, est-ce que en cette période de confinement, toi qui es un grand amateur de jeux, tu aurais une recommandation pour les personnes qui nous regardent, qu'ils soient parents, qu'ils soient enseignants? Continuez à prendre le temps de jouer. C'est important de vous distraire et de profiter de ce que le jeu peut vous apporter. Et oui, il faut faire attention au temps qui est passé devant les écrans, etc. Mais ça passe d'abord par l'accompagnement. Merci beaucoup, Jonathan. Effectivement, comme toute activité, c'est aussi ce qu'on en fait qui fait la richesse de cette activité et notamment sa richesse pédagogique. Merci beaucoup d'avoir partagé ta passion et ton expertise avec nous. Et Mais avec plaisir.